n'a jamais été un héros romantique. Il n'a jamais été un simple psychopathe non plus. Joe Goldberg est l'histoire d'un enfant brisé, devenu un monstre, incapable d'aimer, mais capable de tuer sans jamais ressentir de véritable remords. À travers cette vidéo, nous allons remonter les couches de son âme, décortiquer comment son passé a forgé un faux self, comment il est passé de l'idéalisation amoureuse à l'amoralisme absolu, comment saison après saison, il a cessé de dissocier ses meurtres et son besoin d'amour pour devenir ce qu'il est vraiment, un tueur lucide et assumé. Nous allons explorer étape par étape son évolution de la saison 1 à la saison 5, donc attention, il y aura des spoilers si vous n'avez pas vu les saisons en question. Attention, ce que vous allez découvrir sur la série You et sur Joe Goldberg ne vous laissera pas indifférent, vous ne verrez plus la série de la même manière. On sait que Joe, dans son passé, quand il était enfant, il a grandi dans un environnement instable, avec un père extrêmement violent et une mère très centrée sur ses besoins. Il a vraiment appris dans son enfance que l'amour était conditionnel. Tu sauras aimer seulement si tu es utile, si tu es sage, gentil, protecteur et discret. Dans son enfance, il y a eu ce drame majeur qui est survenu. Joe a tué son propre père parce que son père maltraitait sa mère. Et donc, ce qu'il a voulu enfant, c'est qu'il a voulu protéger sa mère de son père. Mais du coup, loin d'être accueilli avec amour par sa mère du coup a eu peur de lui et l'a abandonné à des services sociaux, dans des foyers d'accueil qui étaient violents. Donc le résultat, c'est que c'est déjà été pour lui une base d'un enfant qui a grandi dans un environnement où l'amour était conditionnel, un environnement violent, un environnement insécure, un environnement de contrôle et d'effacement de soi-même. Alors on va voir que dans sa construction, certains principes de psychologie, alors d'ailleurs je remercie Chris Iffar parce que quand j'ai écrit cette vidéo, je l'ai fait valider par Chris Iffar qui est une psychologue qui travaille notamment avec, dans le milieu carcéral, donc qui peut côtoyer éventuellement ce genre de profil, qui connaît bien la saison. Ça permet de valider un petit peu les informations que je vous donne dans cette vidéo. Alors, ce qu'il faut comprendre chez Joe, on va comprendre certaines notions en psychologie. Il y a la notion du moi et il y a la notion du faux self qui est intéressante à connaître. Alors, qu'est-ce que c'est que le moi? Le moi, c'est la part d'un individu qui vit les choses avec authenticité, qui peut avoir des blessures et qui peut vraiment vivre avec ses différentes parts. Et le faux self, c'est quoi? C'est un faux moi qu'on va montrer à l'extérieur dans l'environnement pour se protéger. C'est-à-dire que si finalement c'est le faux self qui est atteint, c'est pas le vrai moi qui est touché. Et donc ce faux self, on peut aussi appeler dans différentes spiritualités l'ego. C'est un petit peu comme si je devais donner une métaphore, qu'on voulait faire pousser un arbre dans un jardin et que l'arbre, au moment où il pousse, il vit des intempéries, il n'est pas très en sécurité et il se dit oulala, cet environnement il est dangereux, du coup je vais mettre un faux arbre en plastique pour me représenter, comme ça au moins s'il y a des problèmes, et ben, c'est l'arbre en plastique qu'on viendra bouffer. Donc c'est ça en fait l'idée du faux self. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que dans la série You, le personnage Joe a un faux self extrêmement fort pour protéger son moi qui est vraiment très vulnérable. Et donc il a mis en place vraiment des mécanismes très très forts dans sa vie. Et donc effectivement son vrai moi, c'est-à-dire cet enfant qui aurait dû être spontané, qui aurait dû vivre dans un environnement sécure, il a été brutalement enseveli. Et donc le faux self qu'il s'est construit dans la série en grandissant, ça a été celui d'être un gentil garçon, sauveur, protecteur, cultivé, un homme cultivé, il est dans une librairie, et un homme romantique. Donc c'est un faux self qui est vraiment taillé pour séduire, pour plaire, pour rassurer, mais ce faux self est vraiment déconnecté de son moi vraiment profond. Alors pourquoi est-ce qu'il y avait ce faux self? Parce que du coup le vrai moi aurait été beaucoup trop vulnérable compte tenu de l'enfance qu'il a vécue. Et donc le faux self, c'est vraiment de se construire un masque acceptable, socialement acceptable pour être aimé. On sait également que quand il a commencé à grandir plus tard, il a eu un mentor qui s'appelait Monsieur Mooney. Et donc, il y avait la librairie dans laquelle il va travailler plus tard, qui va devenir sa librairie. Et en fait, dans cette librairie, au sous-sol, il y avait une cage en verre pour conserver les livres. Et en fait, son mentor l'enfermait dans cette cage contre sa volonté. Et aussi, donc, c'était l'enfermer pour le discipliner. Et là, Joe, dans sa psychologie, il va enregistrer que l'amour égale enfermement et que surtout, il y a quelqu'un d'autre que soi qui sait mieux que pour soi ce dont on a besoin quand on est vraiment aimé. Et donc, il va commencer à développer ce qui s'appelle le syndrome de Stockholm, que je vais un petit peu plus développer après. Donc, voilà comment Joe a été façonné dans son enfance, non pas comme un monstre qui est né, mais comme un enfant qui a été brisé, privé du vrai moi et forcé de devenir un masque ambulant pour survivre. Alors, on va voir dans la saison 1 et dans ce que je vais expliquer là, comment ce faux moi s'est manifesté, et je vais utiliser pour ça un
un outil que j'aime beaucoup en coaching, que j'utilise très souvent et que je forme, c'est l'énéagramme. Et on va voir que Joe a une base 5 dans son énéagramme, même si c'est compliqué de pouvoir donner un profil à quelqu'un qui a des pathologies cliniques. Mais en tout cas, on va dire avant que la pathologie se dégrade complètement, la base aurait plutôt été une base 5, même si tous les 5, attention, ne sont pas des tueurs en série. Alors la base 5 dans l'énéagramme, qu'est-ce que c'est? On les appelle l'observateur. Donc c'est des profils qui sont beaucoup dans leur tête, ils sont très cognitifs, ils analysent absolument tout ce qui se passe autour d'eux, ils vont vraiment chercher de l'info, ils aiment passer énormément de temps sur Internet, énormément de temps sur les livres, aller se documenter, alors que eux sont plutôt des personnes qui sont en retrait et ils ont toujours cette croyance que en fait le savoir protège et que plus on en sait, plus on en est discret et très observateur sur l'environnement, plus on peut se protéger. Donc c'est vraiment la base de Joe. On le voit dans la saison 1, le personnage est implanté de cette manière, extrêmement observateur, il va aller chercher beaucoup d'informations sur Beck avant même de sortir avec elle et il a tendance à vivre beaucoup plus dans sa tête que dans ses émotions. Alors dans l'énéagramme, il y a également ce qui s'appelle les sous-types. On peut avoir 3 sous-types possibles: survie tête-à-tête, sexuelle et sociale. Alors lui, ça sera un sous-type sexuel, donc sous-type tête-à-tête, ce qui va lui donner cette touche vraiment d'avoir envie de pouvoir fusionner avec cet autre que lui. Donc au lieu d'avoir un type 5 qui va vraiment chercher à s'éloigner de tout, là on va plutôt avoir un type 5 qui va chercher vraiment cette fusion amoureuse, cette séduction. Et donc on voit qu'il y a vraiment ce côté sous-type qui est très fort. Il veut tout savoir sur Beck, il veut la posséder intérieurement, il veut fusionner avec elle émotionnellement, psychiquement. Et il a un fantasme de connexion exclusive, de connexion absolue. Et quand la fusion, elle est menacée, c'est-à-dire quand il y a un autre qui risque d'arriver, là, il ne supporte pas la séparation et il passe carrément à l'élimination de ces obstacles. Donc c'est là où c'est vraiment extrêmement une base, c'est pas vraiment les bases 5, ce serait vraiment une base 5 extrêmement dégradée. Il va aller jusqu'à assassiner les menaces potentielles. Donc on voit Benji, Peach dans la saison 1 qui se font assassiner. Alors on voit que dans l'énéagramme, il y a également des ailes, c'est les profils qui sont à côté. Donc lui, il aurait plutôt développé une aile en 4. Le 4, on va l'appeler le romantique. Donc on voit vraiment qu'il a ses aspirations extrêmement romantiques dans la série. Donc il idéalise la quête d'amour comme une rédemption. Il vit son histoire d'amour avec Beck comme vraiment un romantisme existentiel et il se voit comme un héros blessé. Il est prêt à tout sacrifier pour cet amour véritable. Et donc, il a vraiment cette aile en 4 où il nourrit l'idée que personne ne pourrait réellement le comprendre dans sa souffrance et dans ce qu'il a vécu, qu'il est vraiment un être à part. Ce qui va renforcer son isolement psychique et son auto-justification meurtrière. Et on voit qu'il y a vraiment ce côté mécanisme de défense chez les types 5 qui s'appelle l'isolation de l'affect, où vraiment il va tenir son affect à distance pour rester dans l'analyse. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir dans la saison 1? C'est que Joe, il ne tue pas par sadisme ou par envie, il tue parce qu'il croit en son rêve d'amour absolu et c'est ce qui va le rendre du coup si tragiquement dangereux. Alors on va regarder un petit peu maintenant sa pathologie clinique. Qu'est-ce que c'est que sa pathologie? Il a un narcissisme pathologique très très fort. Alors déjà dans ce côté narcissique, il se croit vraiment supérieur aux autres, il croit que son amour est très vertueux, qu'il est complètement désintéressé, qu'il est supérieur aux autres, qu'il est moralement différent, parce qu'on le voit, il est très très critique sur les gens quand il les regarde. Mais ce narcissisme, il est extrêmement fragile parce que du coup, quand il y a du rejet ou de la trahison, il passe vraiment dans une rage vraiment froide et il doit éliminer tout ce qui contredit l'image grandiose qu'il s'est fait de lui-même. Et en fait, Joe n'aime pas réellement les autres. C'est pourquoi dès que les autres commencent à montrer une imperfection, comme Beck dans la saison 1, il va casser la relation ou détruire la personne et l'assassiner. Alors, il y a un autre trouble que Chrissy m'a parlé chez lui qui pouvait être intéressant, c'est l'érotomanie. L'érotomanie, c'est quand on va projeter des sentiments amoureux sur des personnes des fois qu'on n'a même pas rencontrées et un érotomane va interpréter tous les gestes, tous les mots comme des preuves que la personne est complètement amoureuse et c'est le cas pour Beck puisque beaucoup de fois dans la saison 1 du genre elle ne sait pas encore qu'elle m'aime ou je dois juste l'aider à comprendre qu'elle est amoureuse de moi. Donc ça c'est vraiment côté très érotomane. Et donc c'est ce qui le rend assez terrifiant parce qu'à chaque fois il croit vraiment que dans tous ses actes il agit par amour. Alors je vais revenir sur le syndrome de Stockholm dont j'avais parlé un petit peu précédemment pour l'approfondir. Donc l'amour là comme point de repère c'est un amour comme enfermement. Donc le syndrome de Stockholm à la base ce qui
qui est décrit, c'est que c'est les personnes qui sont kidnappées et qui sont enfermées qui deviennent amoureuses de leur bourreau. Parce qu'en fait, comme elles ne dépendent que d'une personne, la personne qui les enferme, elles dépendent complètement d'elle. En fait, il s'avère qu'elles développent des sentiments amoureux. Alors là, ça va être un petit peu différent puisque c'est lui qui va tomber amoureux de personnes qu'il va enfermer, croyant que c'est lui qui doit subvenir aux besoins de l'autre contre sa volonté, puisque en fait, il estime qu'il sait mieux que l'autre ce dont l'autre a besoin. On le voit puisqu'il prend vraiment à chaque fois dans les saisons des décisions contre le gré des nanas avec qui il sort. Et donc pour lui, il va vraiment croire que cette surprotection et que l'enfermement est vraiment une preuve d'amour, de son amour pour la personne. Donc qu'est-ce qu'il va combiner comme pathologie? Un narcissisme, hein, c'est clair. Il est vulnérable, en même temps il est manipulateur. Une érotomanie qui est assez délirante parfois. Des rémanences du syndrome de Stockholm. Il y a des traits antisociaux chez lui qu'on peut voir aussi, hein, dans le côté aussi meurtrier. Une violation de l'autre sans remords. Et on a parfois des troubles obsessionnels, besoin de tout contrôler. Et puis ça peut même aller jusqu'à la paranoïa avec des traits paranoïaques également qu'on peut voir. Parce qu'il veut contrôler l'environnement, qui lui écrit, il veut vraiment tout contrôler, tout savoir. Alors on n'est pas encore complètement dans la psychose, mais en fait on va le voir que le profil va vraiment vriller sur de la psychose dans les saisons d'après, mais je vais y venir. Et donc effectivement, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'après la saison 1, c'est-à-dire après avoir tué Beck, il va y avoir cette rencontre majeure qui va arriver dans la saison 2, Love Queen. Alors, qu'est-ce qu'il va faire dans la saison 2? En fait, il va se recréer un nouveau faux self, puisque du coup, il va partir s'exiler à Los Angeles, changer carrément d'identité, changer de nom. Donc, on a vraiment ce côté faux self, où il se fait appeler Will Bethlehem. Et du coup, dans cette nouvelle identité, il essaye de se convaincre que cette fois-ci, il pourra aimer sans tuer, en devenant quelqu'un de tout à fait normal et sans refaire les erreurs du passé. Mais en fait, chez lui, ce désir de normalité va être une illusion, hein, parce qu'en réalité, c'est pas parce qu'il crée un nouveau faux self que ça répare ce qui se passe vraiment à l'intérieur de lui dans les mécanismes qu'il a. Alors dans la saison 2, moi au début cette saison, je vous avouerai, j'ai décroché pendant plusieurs années, je n'ai pas regardé la série. C'est vraiment plus tard, je l'ai repris et puis je me suis dit tiens, je vais insister un petit peu et en fait effectivement, pas très intéressant au début cette saison 2 parce que l'évolution psychologique du personnage est quasiment la même, hein. Il refait un petit peu ce qu'il faisait dans la saison 1, sauf à la fin de la saison 2, ça va devenir intéressant parce qu'on va se rendre compte que Love Queen, la femme avec qui il est, en fait elle est autant cinglée que lui puisque elle aussi est une meurtrière, elle aussi est violente et qu'elle est prête à tuer pour conserver l'amour et qu'elle est elle aussi dans un attachement, elle n'est pas capable d'avoir un attachement sain avec ses partenaires affectifs. Et donc du coup, là cette fois-ci, il ne va pas rencontrer une victime, mais il va plutôt dans la relation rencontrer un alter ego. Et c'est vraiment dans la saison 3 que du coup c'est quelque chose qui va le faire vriller. Donc allons-y pour la saison 3. Alors dans la saison 3, là dans son faux self, il va vouloir devenir un père aimant, un bon mari, c'est vraiment avec les petites maisons un peu à la Desperate Housewives, très à l'américaine, etc. Et en fait dans ce faux self, déjà en fait ça va pas lui convenir et en plus il va se rendre compte que comme Love Queen elle a aussi ses troubles, que c'est une meurtrière, en fait il la rejette complètement, hein. Il fait un mécanisme de projection. Donc c'est quoi la projection? C'est vraiment de ne pas supporter chez l'autre quand la personne elle a exactement la même ombre que soi, on ne supporte pas. Et en fait, c'est plus facile d'accuser l'autre comme étant quelqu'un de mauvais que de se regarder soi-même. Donc, il est beaucoup dans ce mécanisme-là, ce qui fait qu'il la rejette complètement. Et en fait, on voit qu'il n'est pas très investi dans son couple. Il a du mal à s'attacher à son fils, à son enfant qui vient de naître. Il a du mal à s'attacher avec elle. Et comme du coup, il la rejette, il va aller chercher un amour. Il va dévier son attention sur un autre amour plus pur ailleurs. Et il va fantasmer sur une bibliothécaire marienne où il va se mettre vraiment à fantasmer sur elle. Alors pourquoi vraiment aussi ce rejet? Parce que l'amour véritable fait que normalement on doit être capable d'affronter les frustrations dans une vie de couple, de composer avec les imperfections de l'autre et de s'engager réellement dans une relation sans forcément idéaliser de la relation. Et donc lui, il passe vraiment du moment où il a idéalisé l'autre au rejet. En plus là, elle n'a pas ce côté victime qui a vraiment besoin de lui, donc il ne peut pas vraiment jouer le sauveur. Donc c'est pour ça que ça ne lui convient pas et il va vraiment aller se chercher une autre proie. Dans la saison 3, qu'est-ce qui va se passer? Le vernis craque puisque Love Queen va se rendre compte de ses infidélités avec Marianne. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? La violence éclate et donc ça va terminer que Joe va finir par tuer encore une fois sa compagne puisqu'il va tuer Love Queen et il va recommencer son schéma de s'exiler en se faisant d'ailleurs passer pour mort et de s'exiler. Et là, il va aller partir du coup en Angleterre avec encore une fois un nouveau faux self et une nouvelle identité puisque là, la saison 4, on va la voir. La suite, ça va être en Angleterre.
Donc dans la saison 4, Joe va être professeur dans une université sous une nouvelle identité encore une fois. Et dans cette université, il va y avoir des meurtres. Et là en fait, on va l'apprendre plus tard dans la saison 4, mais en réalité, ces meurtres sont commis par lui-même, mais il est tellement dissocié de lui, il va tellement rejeter cette part de lui qui est meurtrière, qu'il va croire, et on le croit aussi en regardant la série, que en fait c'est quelqu'un qui s'appelle Rhys Monrose qui est l'auteur de ces meurtres. Alors qu'en réalité, il a créé ce double, cet alter ego imaginaire pour ne pas reconnaître que lui-même était meurtrier. Et ça, on va l'apprendre vraiment à peu près sur le milieu de la saison 4. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a ça? En fait, là, on rentre vraiment dans quelque chose de très psychotique parce que c'est ce qui s'appelle un clivage extrême, qui est vraiment un clivage au niveau vraiment des multiples personnalités. Ça peut le faire notamment chez des gens qui ont eu des lourds traumas et qui ne sont pas en capacité de voir ce qui se passe. On a vraiment chez ces personnes ce genre de clivage, c'est une dissociation extrême. Lui, il a tellement du mal à regarder sa part d'ombre qu'il va du coup complètement se cliver et se dissocier. Comme ça, il se dit tranquillement, c'est pas moi le tueur, c'est un autre. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné dans la saison, ça avance et il va y avoir un véritable effondrement psychique puisque là, il va se rendre compte qu'en réalité, cet autre qu'il avait inventé, c'est lui-même et qu'en fait, le monstre, c'est lui et qu'il a recommencé encore une fois à tuer. Et là, vraiment, il y a un il y a une décompensation psychique qui arrive, le système s'effondre et il va vraiment rentrer dans un côté très psychotique parce que je crois qu'il y a des scènes, il est en train de se battre avec lui-même, s'étrangler tout seul. Tout son moi est en train de se désintégrer complètement. Ça s'appelle une grosse décompensation psychique et là qui rentre vraiment dans un côté très psychotique. C'est là en général les gens qui sont dans des crises psychotiques, on les enferme et qui finissent en hôpitaux psychiatriques ou en prison. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Parce que d'habitude, il mettait dans un objet, ça s'appelle un objet transitionnel, ses fantasmes sur quelqu'un d'autre. Là, il se rend compte que c'est lui. Donc il décompense parce qu'il n'est pas du tout en mesure de pouvoir supporter ça et donc il va vouloir se suicider. Ça peut arriver dans les décompensations que les personnes en arrivent là. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Il se suicide, mais comme il est repêché par Kate, qui du coup lui dit qu'elle aussi, elle a un passé trouble et qu'elle accepte qu'il soit un assassin, bien qu'elle ne connaisse pas l'étendue de toute la vérité, mais comme elle lui montre qu'elle l'accepte, du coup, ça réhabilite son moi, ça le fait sortir de la décompensation parce que du coup, il trouve une figure extérieure à lui-même qui peut l'aimer, qui peut l'accueillir inconditionnellement malgré le fait qu'il ait cette part d'ombre que lui-même détestait et ne supportait pas. Et donc du moment qu'il a cette personne qui l'accueille avec sa part d'ombre, ça va lui redonner la pleine sécurité. Il va avoir vraiment ce qu'il voulait vraiment trouver dans la relation, c'est-à-dire se dire enfin il y a quelqu'un qui m'aime tel que je suis vraiment, même avec la part d'ombre que je ne pouvais pas accepter moi-même. Et donc du coup à ce moment-là, il va y avoir ce qui normalement se fait en thérapie, c'est-à-dire que les personnes puissent accueillir et accepter leur part d'ombre, sauf que lui du coup au lieu de l'accueillir et l'accepter, d'en prendre la responsabilité pour y travailler dessus, faire un travail de guérison, de thérapie et de changer bien sûr ses aspects sombres pour les transformer, lui en fait il réintègre son moi mais en acceptant totalement le fait qu'il ait ses pulsions meurtrières et là cette fois-ci il va s'unifier comme un tueur, un serial killer mais complètement assumé, il va complètement assumer son obscurité et donc c'est ce qu'on va voir dans la saison 5, la dernière saison. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la saison 5? Il est avec Kate, elle est très très riche, elle a une très grosse entreprise. Il retourne dans son environnement de départ, donc avec la même librairie, etc. Il est réhabilité parce qu'ils arrivent avec des aspects juridiques à faire retrouver son identité de Joe Goldberg, etc. Donc, il retrouve son identité. Sauf que cette fois, quand il veut tuer, donc il est toujours dans ces mêmes mécanismes qu'il avait dans les sessions précédentes. Au nom de l'amour, pour protéger Kate, etc. Il tue. Sauf que elle, en fait, comme elle connaît cet aspect de lui qui est meurtrier, elle va lui dire non, arrête de tuer. Tu peux changer. Elle pense que par amour, c'est un peu l'histoire de la Belle et la Bête. Elle pense que son amour va pouvoir le changer. Elle lui demande du coup d'arrêter de tuer et de devenir quelqu'un de normal. Mais lui, du coup, le vit à se dire ah mais merde, en fait, cette personne qui était censée m'aimer dans ma complétude avec ma part d'ombre intégrée, finalement, elle ne m'aime pas vraiment puisqu'elle me demande de changer. Et donc, du moment où elle lui demande de changer, il va complètement se désintéresser d'elle. Pareil, dans ce personnage, Kate, c'est une femme forte, c'est une femme indépendante. C'est pas la petite victime qui a besoin d'être sous son emprise et sous son aile, alors que quand il est libraire, il va rencontrer Brontë qui elle a besoin d'un emploi et du coup bah oui, il va avoir ce côté narcissique, je vais la protéger, je vais lui donner un emploi, je vais la mettre sous mon aile et Kate avec qui j'étais en relation qui m'accepte pas dans mon côté meurtrier, dans mes zones d'ombre et ma part d'ombre, je ne veux plus être avec elle. Par contre, il veut récupérer son fils, mais du coup il veut plus être en relation avec elle. Et en fait, il y a un coup de théâtre, c'est qu'on se rend compte que Brontë qui travaillait avec lui, qu'il avait mis
sous son aile. En réalité, c'était une fausse identité. En réalité, elle s'appelait Louise et elle menait une enquête et elle voulait retrouver le vrai meurtrier de Bake. Et en fait, elle est prise dans le doute parce qu'en fait, elle tombe quand même amoureuse de lui. Donc bon, il y a différentes péripéties. Mais en réalité, qu'est-ce qui va se passer à la fin? En fait, elle va le confronter et en fait, elle se rend compte que vraiment que c'est un assassin, que c'est un meurtrier. Et donc du coup, lui se sent encore une fois incompris parce que lui pensait qu'elle allait le rejoindre dans son délire de pouvoir l'accepter pleinement comme il était. D'ailleurs, on le voit, une scène, il tue quelqu'un, puis il dit mais c'est pas grave, j'ai tué quelqu'un, mais elle au moins elle m'accepte comme je suis, donc c'est pas grave. Sauf qu'en fait, c'est pas le cas. Bon, finalement, il y a des péripéties, il la blesse, elle arrive à partir. Et comment se termine la saison 5? Ça va terminer exactement comment ça aurait dû se terminer, c'est-à-dire qu'il finit en prison. Et en prison, effectivement, on a vraiment ce côté narcissique qui fait qu'il ne peut pas prendre cette responsabilité sur son ombre, puisqu'il va dire mais en fait c'est la société, je suis le fruit de mon environnement, je suis le fruit de la société. Donc lui se perçoit comme une victime de la société, comme une victime de son enfance, mais il ne voit pas ce qu'il est réellement. En réalité, il est un meurtrier complètement responsable de ses actes et ça il ne le voit pas. Ce qui montre quoi? Que ce type de profil très pathologique, pour ceux qui font du coaching, même pas en rêve, c'est des gens que vous ne pourrez pas travailler avec eux. Et pour Chrissy, la psychologue que je connais qui travaille dans un milieu carcéral, elle me dit c'est pas complètement perdu, mais en fait ça demande de faire des thérapies très très longues, avec également des thérapies où les personnes sont en demande de changer. Ça demande qu'ils aillent revisiter leur enfance, vérifier quelles sont les conclusions qu'ils ont tirées, leur vision du monde, voilà, etc. Ça demande qu'ils fassent un vrai travail sur eux, qu'ils soient stabilisés par des traitements. Voilà, donc c'est possible quand même de faire, elle me disait, un accompagnement quand même thérapeutique. Alors j'aime bien la conclusion pour terminer cette vidéo. Elle m'envoie un petit message tout à l'heure. Chrissy, je vous lis le petit message qu'elle m'envoie. Elle m'écrit: la série nous pousse aussi à regarder notre propre part d'ombre de façon individuelle, mais ce qui est effectivement romantisé par la société, le you final adressé aux spectateurs, et si c'était nous aussi les fautifs en participant à cette glamourisation des tueurs, cette fascination pour la noirceur. On a longtemps parlé par exemple de crimes passionnels pour décrire les féminicides. La fin de la série aurait pu être la mort de Joe, mais ça aurait participé à la valorisation du personnage. Il finit là où il doit être, en prison. Ce n'est ni un écorché incompris, ni un justicier. C'est un tueur, un homme violent et dangereux, comme il en existe malheureusement plein d'autres. Voilà, c'était l'analyse de la série. Je vous remercie. N'hésitez pas à liker, abonnez-vous, commentez. J'adore lire vos commentaires et y répondre. À bientôt les amis.